Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce nouvel événement en live, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler de Sideway, la web-série itinérante. Mais avant, je tiens à vous présenter la base. Donc, la base a été créée en mars 2019 avec un objectif, accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment situé au 31 rue Bichat à Paris. Dans les étages, nous trouvons le bar, les bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage disponibles pour les organisations qui s'occupent d'écologie et de justice sociale. Aussi, elles peuvent agir pour faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Et donc, au rez-de-chaussée du bâtiment, nous avons le bar associatif ouvert au public et qui accueille plusieurs fois par semaine des événements en entrée libre, des conférences, des tables rondes, projections de films, formations, célébrations. Et ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Mais comme vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire actuelle, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir de public. Donc, a priori, plus d'événements et plus de revenus, sauf que la base, ce n'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté et qui continue à se mobiliser malgré la distance. Et donc, après une courte période d'adaptation, on vous propose dorénavant des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. Et on est persuadé que c'est en se préparant et en agissant ensemble dès maintenant que l'on pourra changer le système. Et donc, dès la fin du confinement, on vous appelle aussi à venir à la base pour devenir bénévole et rejoindre une organisation et continuer à suivre des événements. Et donc, en tant que porte d'entrée vers l'engagement et le soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site www.labase.paris/don. Merci d'avance pour votre participation sans laquelle rien de tout ça ne serait possible. Et donc maintenant, je vais laisser la parole donc à Hélène, Benoît et Romain et qui vont donc nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Bonjour. Tu commences, Hélène? Oui, bonjour. Je suis Hélène et avec Benoît, ça fait maintenant 7 ans qu'on vit sur la route à la rencontre de gens inspirants qui nous montrent qu'il y a plein de choses qui sont possibles. En fait, le sous-titre de la série, c'est Sideways, la web série itinérante, et le sous-titre, c'est En quête d'un autre monde. Parce que c'est à la fois une enquête à travers une série documentaire qu'on réalise, des courts épisodes qui sont diffusés en ligne, et aussi notre quête personnelle de comprendre comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde plus juste et plus solidaire. Donc je laisse Benoît présenter un peu peut-être le camion ou la manière de vivre un peu plus nomade. Ouais, et ben, depuis le début, en fait, on est donc bonjour pour commencer. Ouais. Depuis le début, Sideways, c'est vraiment on est itinérant, on est nomade sur la route. Donc on a un camion trafic bleu depuis le début qui est tout décoré à l'arrière, qui a une petite cabane en bois et un potager. Et en fait, ça nous permet donc d'être sur la route et en fait notre manière de trouver nos sujets, la plupart du temps, ce sont des rencontres impromptues et souvent enthousiasmantes. Euh, on en profite également pour faire pas mal de projections sur la route. On a une caravane maintenant, une caravane jaune qui nous suit partout. Alors maintenant, elle est un peu au chômage technique, mais voilà. Donc ouais, on a les photos du camion et de la caravane, peut-être qu'il est possible de les montrer. Donc le camion bleu avec sa petite une cabane et son potager itinérant. Et la cabane qui était au départ un mini cinéma, il y avait un écran à l'intérieur et les gens pouvaient l'ouvrir et il y avait un casque et ils mettaient le casque et ils pouvaient regarder les épisodes. Et c'était assez surprenant la manière dont ça se passait en fait. C'était la cabane surprenait les gens donc intrigués et finissaient par l'ouvrir et regarder un film.
Et donc, en fait, l'idée de Sideways, c'est vraiment à la fois d'être sur la route, de rencontrer des gens. C'est ces rencontres qui font que on rencontre de temps en temps des personnes qui nous impressionnent, qui nous marquent, qui nous donnent envie d'en savoir plus. Donc, par exemple, ça peut être un boulanger qui fait confiance à ses clients, qui a laissé sa caisse, qui travaille 2 jours par semaine, qui fait son pain à l'eau de pluie. Ça peut être un berger en proche banlieue parisienne qui fait du pâture avec du parcours avec ses chefs. À Bagnolet, juste à côté du périphérique parisien, et qui en même temps a un super message sur le fait que la ville est à nous. Donc tous nos épisodes sont en libre accès sur Internet, et le fait d'être sur la route, c'est ça qui nous permet de rencontrer les gens, parce qu'on s'est vite rendu compte que les projets intéressants, ils n'étaient pas en ligne. C'est pas des choses qu'on trouve sur Internet, c'est des choses qu'on rencontre parce qu'il y a quelqu'un qui nous en parle, parce que on rencontre quelqu'un qui nous parle de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres au final, et celles qu'on a eu envie de partager à travers la série documentaire. Et donc l'idée, c'est aussi de profiter de ce mode de vie nomade pour aller diffuser partout les films, en plus d'être en libre accès sur Internet, parce que c'est vrai que notre diffusion principale reste en libre accès sur Internet. Et peut-être que Benoît, tu peux raconter un peu la façon dont on a rencontré Romain. Là, pour le coup, c'était un peu via Internet. En fait, avec Hélène, on était dans les montagnes, dans les Alpes, du côté du Vercors. Et Hélène était en train de préparer plusieurs mois plus tard. Elle allait faire une série de projections entre le Limousin et la Bretagne. Et donc en fait, elle a envoyé un post pour demander aux gens si des gens connaissaient des lieux, des cafés associatifs, des cinémas, des médiathèques, etc. sur le parcours. Et je crois que c'était la première réponse à ce post, quasiment très rapide. C'est Romain qui envoie un message en disant salut, alors moi je fais un projet qui s'appelle Le Temps d'apprendre. Je fais un tour de France avec un âne et je suis dans les monts du Lyonnais. Ok. En fait, ça n'avait rien à voir avec le poste, mais par contre, le Vercors et le Mont du Lyonnais, c'était pas loin du tout. Et son projet, en fait, il nous a grave intrigué, en fait. Et, notamment le nom, Le Temps d'apprendre. On voulait en savoir plus, et puis on s'est mis en contact direct. Et 2 jours plus tard, en fait, on était en train de le filmer. Et voilà. C'est un peu ça, Romain. Toi, tu sais pas comment, mais après aussi, ouais. Romain. Il a disparu à ce moment-là. C'est bon, je suis arrivé. Je suis revenu. Tu te souviens de ton post Facebook? Oui, carrément. Et en fait, c'est quelqu'un qui me suit qui m'avait envoyé ce message. Et le fait que Hélène allait en Bretagne par chez moi et que moi j'étais ici, et par rapport à votre projet et tout ça, ça m'avait bien fait délirer. Au départ, je commentais juste pour commenter, et puis s'en est suivi une petite aventure. Ouais, c'était rigolo. Voilà. Après, finalement, ça s'est passé très vite. Hein. Finalement, tu es venu me rejoindre peu de temps après. Je sais pas, 4 jours après, tu étais avec moi. Même pas 2 jours, je crois. 2 ou 3 jours, ouais, c'était très rapide. Carrément. En tout cas, je pense que la meilleure manière de voir un peu à quoi ressemble Sideways, plutôt que d'en parler, c'est peut-être aussi de regarder un épisode. Donc, peut-être qu'on peut commencer par regarder le dernier épisode qui a été diffusé sur Le Temps d'apprendre. Ouais, qui a été diffusé, qui a été mis en ligne il y a 15 jours maintenant. Le métier en lui-même était hyper intéressant, technicien biodiversité, mais c'est juste le cadre dans lequel j'évoluais qui me satisfaisait pas tout simplement, enfin, qui me correspondait pas en tout cas. Je donne ma démission et puis comme je disais, c'est prendre la route pour trouver son chemin quoi, en fait.
J'ai travaillé 2 ans sur Paris et j'ai pas su m'adapter. C'est même pas que j'ai pas su m'adapter en fait, j'ai juste halluciné en fait. Je me suis dit là je vais avoir 30 ans et c'est pas ce que je veux. Je me suis dit non, je veux pas vivre comme ça, donc je vais partir faire un tour de France tout simplement. La particularité de ce voyage, c'était symboliquement de partir le jour de mes 30 ans. Parce que pour moi, à 30 ans, on est plus jeune, on n'est pas encore vieux. Et c'est l'âge où, normalement, tu te projettes. Et ouais, certes, ok, pourquoi pas, mais je vais le chercher, quoi. Ça va pas venir à moi comme ça, donc je vais chercher ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Donc j'ai décidé, voilà, de faire ce voyage pour aller à la découverte de ce qui me plaît. Ça fait 13 départements, 1500 km et quasiment tout juste un an. En fait, je découvre un animal qui est extrêmement intelligent et hyper réfléchi. Biscuit, il parle pas beaucoup, il répond pas souvent, mais il t'apprend énormément. Rien que sa présence et son attitude. Des fois, t'as l'impression d'avoir un miroir en face de toi. T'as vu comment t'es? Voilà, la relation, elle se construit au fur et à mesure, tu vois. C'est un truc qui fait partie de l'apprentissage aussi. Tu prends pas un animal comme ça du jour au lendemain et tu dis vas-y je pars avec, il portera mes bagages. Et puis après la confiance elle vient pas tout de suite non plus. C'est au fur et à mesure. Ça a pris pas mal de temps, hein, donc vraiment il se libère complètement. Il y a eu un moment là, ça fait, il y a le déclic quoi. Tu sens que c'est bon quoi entre nous. Enfin, là maintenant il marche absolument tout seul en pleine liberté. Il faut être bien avec soi-même pour être bien avec l'animal. L'animal il ressent tout lui, enfin l'âne il ressent toutes les émotions quoi. Enfin c'est incroyable. Donc il faut avoir confiance en soi. Et il faut être bien avec soi-même et il faut avoir confiance en son projet. Il faut pas se dire ouais j'y vais, peut-être pas, est-ce que tu crois? Non, on y va là et tu me suis biscuit quoi et on y va et t'inquiète, on y va ensemble quoi. C'est toi aussi qui apporte de la confiance à l'animal. Il se dit bon bah ok là le mec devant moi il gère, je le suis quoi. Et voilà, même si des fois tu sais pas où tu vas, mais c'est bon quoi, il y a un moment. Waouh, il y a une belle vue aussi là-bas. Mon projet s'appelle Le Temps d'apprendre parce qu'en fait finalement c'était un peu une réponse à la question tu pars voyager à pied, tu pars faire un tour de France avec ton âne mais combien de temps et tout. Bah je sais pas combien de temps. Et ben ce sera le temps d'apprendre. L'objectif de ce voyage c'est vraiment donc de partir à la rencontre des écolieux, des lieux de vie alternatifs, des fermes en bio, etc. En allant les rencontrer, c'est de prendre part à leur projet et dans un sens d'apprendre en travaillant avec eux.
C'est un échange de mon temps contre un échange de savoir. Et votre but? Mon but, apprendre. Je sélectionne bien les domaines dans lesquels j'ai envie de me former, quoi. Donc, Ah ouais, donc tu as fait un plan ouais, bien ouais, défini. ouais, carrément. Voilà, je suis pas en train de errer, mais voilà, je sais que quand je vais d'un point A à un point B, on est en autonomie, mais je sais où je vais, ouais. En fait, cette planche, c'est une planche de messe là. Donc je les ai serrées les salades pour qu'elles... on s'en fout qu'elles deviennent grosses en fait, tu vois. Ici, donc c'est la ferme de la Pérouse. On est arrivé dans l'Ain, dans la région de la Bresse. Donc on va passer l'hiver ici, enfin en tout cas une partie, on sait pas comment ça va se passer. C'est un lieu commun avec différentes activités. Il y a la boulangerie là, donc on est dans le Fournil. La brasserie. Et donc le maraîchage, quoi. 1,5 hectare de maraîchage. Et ce qui est bien, donc ça fait différentes activités avec différentes personnes. Donc c'est très éclectique en fait. Chaque jour je suis avec quelqu'un différent, en train de faire quelque chose de différent et c'est jamais répétitif, quoi. Bien, je m'appelle Sarah, 30 ans cette année. J'ai 3 enfants qui ont 5 ans, bientôt 3 ans et 1 an. C'est chouette de pouvoir accueillir Romain pour sa trêve hivernale. Au-delà de partager mon savoir-faire peut-être sur les légumes, c'est montrer qu'on peut vivre autrement et que c'est cool, quoi, c'est chouette. C'est peut-être galère économiquement, mais en tout cas, je ne renoncerai pas à cette forme de vie, quoi. Et c'est dans un stage que j'ai fait dans une ferme dans les Pyrénées que j'ai eu un peu la révélation de « Ah ouais, mais en fait c'est ça que je veux vivre, quoi ». C'était une forme de vie très englobante, quoi, où il y avait les enfants au milieu, où il y avait le fait de vivre sur place, de ne pas prendre sa voiture pour aller travailler, de collaborer avec la nature, quoi. Le maraîchage, c'est un côté un peu trivial comme ça. Il a dit un jour, Romain, ouais, c'est l'usine dans les champs, c'est quoi ce truc? Mais c'est un côté super basique et essentiel, quoi. Sarah, j'ai fini. J'ai galère grave à capter celles qui sont bien vendables ou quoi. Super. Bon bah à toutes. Ouais, merci. Même si j'apprécie pas forcément l'activité, le fait d'être avec cette personne, c'est appréciable. Donc voilà, je mets de côté le fait que le maraîchage, c'est pas fifou, mais la personne en face de moi a beaucoup de choses à m'apprendre et à m'apporter, donc c'est cool. Donc j'étais venu là notamment pour ça, là pour la brasserie. Alors je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans, je suis père de 3 enfants. Initialement j'habitais à Lyon, j'ai fait un master de philosophie. L'objectif c'était d'être professeur de philosophie. Pendant 1 an j'ai enseigné à Lyon, j'ai fait les allers-retours. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de voitures, beaucoup trop de bouchons. Mais du coup, j'étais fatigué, ça servait à rien, quoi. Bref, j'ai mis Léo là. Moi, je brassais pour moi parce que c'est une amie qui m'a initié à ça et j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, donc je m'y suis intéressé, passionné. C'est des brassins de 200 litres. Un brassin, ça prend à peu près une journée à être fait pour avoir des idées, quoi. Et j'ai 4 fermenteurs. Les fermenteurs, c'est ce qui nous limite. C'est là où la bière, elle va fermenter. On va dire que ça dure environ 3 semaines.
Là, je fais une petite recirculation pour que ce soit bien propre. En gros, l'idée, c'était de trouver un niveau de production qui me permette à la fois de faire un salaire et en même temps, c'était la limite dans laquelle je pouvais encore avoir une pratique brassicole avec la moins mécanisée possible. J'embouteille à la main, j'étiquette à la main, je fais tout à la main. Et c'est pas transitoire, c'est pas je me fais la main et je me fais ma clientèle à 200 litres. Non, j'étais fermé, 200, je suis très bien comme ça. Quand tu vois Jérém dans sa brasserie, le mec il est surpassionné, donc en fait t'apprends énormément de choses. C'est vrai que travailler avec des gens passionnés, c'est passionnant. Tu l'as déjà retourné? Non. Oui, là regarde, t'as la clé ici. Ok. Après, tu fais en 4. Je viens ici là. Voilà. Tu le raplatis un peu avant. Au départ, tu le plies même comme ça, tu vois. Pour faire ça et après. Ah, il y a une petite astuce là. Et quand tu le roules, c'est tes mains, elles font ça. Je sais pas comment dire, mais pour que ça soit un peu ovale. Elle est très pédagogue et elle détaille, elle explique toutes les étapes et il n'y a pas de pression, donc c'est cool pour apprendre. Je m'appelle Héloïse, j'ai 26 ans. J'ai commencé à en faire pour filer un coup de main à un pote à mes parents. Mais j'avais genre 14-15 ans quoi. Et après j'ai toujours fait du pain chez moi. On a souvent accueilli des bouffeurs sur la ferme et c'est trop cool en fait de montrer aux gens que c'est faisable facilement de faire du pain. C'est juste... c'est un rituel en fait, mais une fois que c'est un peu précalé, les quantités, tout ça, ça roule et c'est vraiment pas compliqué quoi. Je fais 2 fournées par semaine, je fais 1 four le mardi et 3 fours le vendredi. Et on avait 28 demi-bouteilles. Putain, on est bon, hein. Tu prépares un jour à l'avance les fournées. La première fournée, on va mettre 30 pains demi-complets. Et après, tu fais ton petit planning. Donc on a commencé à 6h et on est hyper bien dans les temps. On est trop bien. Je me découvre une passion pour le pain. Et vraiment, en fait, c'est génial, quoi. C'est façonner le pain. Quand tu fais 2-3 fournées, plus de 60 pains par jour. Il y en a une que l'on peut mettre. Si tu fais une vidéo, et tu crois que j'arrive à le faire entre les deux. Tu devoir faire 3 fournées aujourd'hui. On va voir. Donc ça c'est un four que j'ai fait avec l'atelier paysan. Donc voilà, en une semaine, j'ai appris à souder et je suis rentrée avec le four quoi. L'idée c'est de le construire avec des gens qui expliquent comment on travaille le métal pour que derrière, moi, s'il y a un souci, je sais comment le réparer, c'est moi qui l'ai fait, je sais comment il fonctionne et c'est tout bénef quoi. Ils sont beaux. Regarde. Ah celui-là, il a pris chaud là un peu. Ça va. Du coup cette passion pour le pain va aller un peu plus loin. Dans le sens où j'ai appris que pour vendre du pain, il faut un CAP. Donc je me suis inscrit en candidat libre pour le passer l'examen au mois de juin. Ce qui fait que légalement derrière je peux vendre du pain sur les marchés. Et c'est vraiment une activité qui pourrait permettre une source financière et sans prendre tout mon temps en fait. Il est pas beau ce pain là? Je crois que le reste, le jeu j'en ai déjà. Je crois que je prenne des 50 centimes vous auriez? Non, moi j'ai pas. Alors c'est pas grave. Ah voilà le sauveur. 3,45 s'il vous plaît. Parce qu'on fait pas 10 ans hein. On mangeait pas en 2022. Pareil c'est... Ouais c'est juste qu'ils sont déjà faits quoi. Ouais nickel.
aller dans des fermes ou des endroits un peu alternatifs où les gens vivent plus ou moins en autonomie. Donc ils ont un savoir-faire à transmettre. Donc c'est ça, c'est un peu une formation itinérante comme j'ai dit. D'accord. Et c'est chouette, ça fait des belles rencontres. Cool, ouais, c'est magnifique. C'est mieux que l'école. T'as vu? C'est combien de kilos? C'est bon. 50 là. Bah ça va pour lui, parce qu'il a un bon gabarit, 320 kg. On dit toujours un cinquième du poids de l'animal. C'est après 64, donc tu vois, il est plutôt bien. Puis il a de l'entraînement. Là ça va, il tient le coup. Bah, il est un peu chaud parce qu'il a récupéré ses poils d'hiver, tu vois. Donc on a eu des petites nuits un peu fraîches. Donc, Et vous prenez congé sans solde ou... Ouais, non, mais congé ah ouais, retraite, bien, ça. tout. Ah ouais. Oh là là, je crois bien que je vais faire pareil. Ah bah ouais, alors il faut. Boucler la boucle en Bretagne. Bretagne? Ouais. Donc vous êtes parti de Bretagne? Ouais. Ah, ça fait du bien. Ça redonne du baume au cœur, ce genre de rencontres. Et ouais, parce que c'est des rencontres qui sont vraies, des gens qui sont vrais, qui sont juste émerveillés. Et c'est ça en fait la force de mon voyage, en fait, c'est ce que ces gens reflètent en écoutant en fait mon récit de voyage, quoi. Saint-Martin, ah ouais. Enfin, si on trouve un endroit pour mettre la tente, d'accord, égaré là. Ouais, ça va aller par là. Ouais, ouais. En tout cas, bon courage. Bah, merci beaucoup. C'est original. Ouais. Allez. Bon dimanche à vous. Aussi, au revoir. Salut. Ah, le contraste. Le temps il est précieux en fait, et finalement dans cette société tout le monde court après le temps, tout le monde court après l'argent, et à force on finit par s'essouffler, et à vouloir gagner sa vie on finit par la perdre. « 2.3 biscuits. Biscuits, par ici là. Allez. Cailloux. Je suis pas loin, biscuit. Vue sur biscuit. Ouais, c'est un voyage initiatique, enfin, c'est aussi un voyage sur moi-même. Il y a tout qui roule, quoi. Là ça fait 1 an, il n'y a eu aucun souci, il n'y a eu aucun problème, à aucun moment j'ai eu l'envie d'abandonner. C'est comme si c'était écrit, mais justement c'est ce qui est propre à l'aventure, c'est que rien n'est écrit à l'avance, donc en fait c'est toujours un chemin de découverte, et voilà, il me plaît bien pour le moment ce chemin. Alors, voilà,
Donc, on a pu voir le documentaire de Romain. Donc, du coup, on a une question de Lucrèce qui demande à quoi avez-vous renoncé depuis que vous avez changé de vie et sur ce changement vous a fondamentalement apporté. Bonjour, donc je suppose que la question elle m'est posée. J'ai pas renoncé à grand chose en fait. Enfin, j'ai toujours été dans cet état d'esprit de vivre simplement. Mais là, je l'ai mise en application en fait de manière, enfin au quotidien quoi. Mais bon, il faut savoir que je suis né, j'ai grandi en Bretagne, au bord de la mer, j'ai toujours été dehors, je passais mon temps dehors. Donc les choses matérielles m'ont jamais attiré en fait. C'est toujours été la nature et le contact avec les autres, le relationnel qui m'attire. Disons que c'est simplement mon passage sur Paris, les 2 ans là, qui m'ont incité à vraiment faire le pas et à retrouver ce que j'avais perdu justement, à savoir ce contact et ce besoin de contact avec la nature et avec les autres. Et finalement, ce que ça m'apporte, c'est énormément de sérénité, de confiance, donc à la fois de la confiance en moi, mais aussi et surtout de la confiance envers les autres. Parce que quand tu vis dans une grande ville, enfin moi en tout cas, j'ai vite perdu foi en l'espèce humaine, outré par les comportements des personnes urbaines. Enfin, voilà, je mets pas tout le monde dans le même panier, bien sûr, mais c'est pour quelqu'un qui vient de la campagne ou de l'océan comme moi, ça fait bizarre. Du coup, là, avec toutes les rencontres que je fais, ça donne vraiment du baume au cœur, comme je dis dans le petit film, et ça redonne foi et ça fait énormément plaisir et ça redonne le sourire. Et franchement, en fait, de fil en aiguille, je rencontre que des belles personnes. Là, c'est un engrenage. Donc voilà, ça m'a apporté énormément de belles choses, de bonnes choses, et peut-être même le bonheur. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? On a une question, c'est donc quel a été l'événement ou le point de bascule qui a été déterminant dans vos décisions de prendre route et de changer de vie? Question pour vous trois d'ailleurs, et à quoi avez-vous renoncé depuis que vous avez changé de vie? Ce que ça vous a et qu'est-ce que cette aventure, ce changement vous a fondamentalement apporté, et où en sont Romain et Biscuit aujourd'hui, toujours en train d'apprendre? Il y a une raison particulière ou une anecdote dans le choix de partir faire cette aventure avec un âne? Voilà, longue question. C'est une seule question, ça, ça va. Benoît, Hélène, je commence. Je suis lancé. Ouais, vas-y. Vas-y, carrément. Alors, je l'ai déjà dit, en fait, tout est parti de Paris, en fait, quoi, là, de mon petit séjour parisien pour le boulot à l'époque. Donc, un mal pour un bien, c'est-à-dire que j'ai complètement enrayé. Je suis parti à l'opposé complète, quoi, de ce que je vivais. Voilà, je passe d'un extrême à l'autre, une vie dans la capitale à une vie de nomade sur les chemins, dans une tente, accompagné de mon âne. Donc, ça m'a apporté énormément de sérénité, encore une fois, beaucoup de belles choses. Et en fait, c'est hyper enrichissant, en fait. J'incite tout le monde à partir à la rencontre comme ça et à prendre la route pour trouver son chemin. Si jamais vous êtes perdu. Et ouais, on est toujours en voyage. Désormais, on est 3. Donc, l'équipe se compose de Biscuit, moi-même et de Sereine. Et Sereine, c'est une belle mule de 14 ans qui tient maintenant des compagnies à Biscuit au pré. Donc ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, elle nous a rejoints cet hiver. Et donc, on est désormais dans le nord du département du Doubs, dans la ferme de Sous-la-Côte.
Et donc, en fait, on devait passer la fin de l'hiver ici et repartir tous les 3 en direction des Vosges au printemps. Et finalement, avec les événements là, qui s'est passé, le confinement et tout, je me suis arrêté un peu plus longtemps que prévu. Donc, plutôt que de repartir cette année au printemps, ce qui n'était pas possible, et de rester dans l'incertitude de savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir repartir, j'ai décidé en fait de jeter l'ancre à durée indéterminée et de me concentrer sur le pain. Donc, dans le petit reportage, on me voit en plein apprentissage. C'était au tout début, mais c'était cet hiver, à la ferme de la Pérouse avec Héloïse. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc, là, je suis dans le fournil. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a le four qui est juste derrière moi. Il y a une petite brouette de bois aussi qui est prête. Il y a les pelles à pain là au-dessus de ma tête. Et voilà, c'est cool, je m'éclate. À l'heure d'aujourd'hui, je sors 120 kilos de pain en 2 jours. Donc, j'ai roulé ma bosse, comme on dit. Et je m'éclate, c'est chouette. Et le truc, c'était que je garde aussi cette forme de liberté. Donc, je passe 2 jours au fournil, 3 jours, 2-3 jours. Et le reste du temps, je peux m'occuper de mes animaux et continuer à me balader. Enfin, là, ça va être plus simple avec le déconfinement. Donc, on va pouvoir partir plusieurs jours, explorer la région. Et puis, on a juste simplement ce qui change, un point d'ancrage auquel on peut toujours revenir. Et puis un fournil dans lequel je peux m'éclater. Et puis, autour de la ferme, il y a du maraîchage à faire. Il y a des bricoles, il y a plein de choses. C'est génial. Et en fait, c'est un collectif ici de à peu près 15-20 personnes qui vivent ensemble. Donc, c'est encore une autre manière de concevoir la vie en société et de manière différente, quoi. C'est voilà, la vie ensemble, c'est chouette. Voilà. À vous. J'ai envie de te demander, j'ai envie de poser une question, moi, Romain. J'ai envie de te demander pourquoi tu as adopté une copine à Biscuit. Pourquoi tu as adopté une mule? Comment ça s'est passé? Ouais, très bonne question. Et ça faisait un moment, mais vraiment un moment, que cette idée me trottait dans la tête. Sauf que j'aime pas en fait forcer les choses. J'aime bien que les choses qui doivent se passer se passent et ce qui arrive doit arriver. Et du coup, j'ai jamais réellement cherché en fait un deuxième équidé. Et donc en fait, pourquoi je voulais un deuxième équidé? Donc à la fois pour tenir compagnie à Biscuit, parce qu'il y a des moments en fait où je suis accueilli dans des endroits, certes il y a beaucoup d'espace pour lui de disponible, mais il est seul et je suis pas forcément à côté si je suis en train de faire des activités toute la journée. Et en fait, il faut savoir que l'âne est un animal très sociable et il accepte mal en fait d'être seul. Donc ça me prenait énormément de temps dans ces moments-là d'être à la fois concentré sur les activités de la ferme, un apprentissage, etc. Et en même temps concentré, attentionné avec Biscuit. Donc du coup, ça m'enlève un poids de ce côté-là. Et puis ensuite, il y avait le fait que ça fait 2 ans là qu'avec Biscuit, on traîne ensemble. Et ça se passe avant la trêve hivernale et même pendant la trêve. C'était génial la relation qu'on avait. C'était vraiment top. Et du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin, développer ça, quoi. Dire là, ok, j'ai réussi à fonder, à créer une relation stable entre lui et moi. Et là, donc, du coup, j'ai vraiment envie de tester l'aventure à 3. Et il y a aussi le fait que ça puisse techniquement le soulager aussi au niveau des bagages. Ça fait que moi, je peux rajouter des bagages sur la mule et puis dispatcher les affaires. Et comme ça, tout le monde est tranquillou. Voilà. Okay. D'autres questions, Lucie, ou t'as pas ton micro, je crois. On t'entend pas. Ouais, une question de Sophie qui découvre la série et qui nous demande quand est-ce qu'elle a été tournée.
Ce dernier film-là ou toute la série? Ce dernier film, on l'a tourné au mois de septembre. La première partie, en fait, celle où Romain et Biscuit sont en itinérance. Et au mois de décembre, la partie à la femme de la Pérouse. Donc, on le voit dans le jardin, etc. et au pain. Après, pour le coup, la série documentaire Sideways, on est parti sur la route en 2013 avec Benoît. Donc, les différents épisodes qu'on a sur notre site internet, il y en a qui ont été tournés en 2013, 2014, 2015, 2016. Enfin, grosso modo, on est à 2 diffusions, enfin deux films par an en moyenne. Parce que quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, à chaque fois c'est une vidéo courte et aussi un article sur internet qui permet de compléter l'épisode. Et par rapport à ce dernier film qu'on vient tout juste de voir, pour le coup, c'est le seul sur lequel il n'y ait pas d'article complémentaire. Parce que ben voilà, et Sideways, ça évolue comme la vie. Et que on est parti au début avec un camion, puis après avec un camion, une caravane, et puis après avec 2 camions, et les choses évoluent au fur et à mesure. Et donc cet épisode-là que vous venez de voir est le premier épisode qui a été tourné uniquement par Benoît, et sur lequel moi je continue à le soutenir, et puis on travaille toujours sur des diffusions et sur d'autres choses. Mais il n'y a plus de magazine sur celui-là. Par contre, sur le prochain qu'on va voir, il y aura un article multimédia qui complète, et voilà. Ok. Tu veux rajouter quelque chose, Benoît? Non, ça va. Je ne sais pas si on lance le prochain épisode ou si on continue s'il y a d'autres questions encore qui sont posées. À la limite, ouais, je vais en poser une et puis après on lancera l'autre épisode. Donc c'est Marine qui demande jamais besoin de trouver un chez soi sans tomber dans la complaisance matérielle. Un point de fixe est-il nécessaire pour l'un de vous, l'un ou l'une de vous? Encore toi, Hélène, peut-être? Non. Vas-y, toi, Romain? Sinon Romain. Non, si j'ai choisi d'être nomade, c'est justement pour pas avoir de point fixe. Enfin... Moi, donc avec Benoît, on est partis tous les deux sur la route il y a 7 ans, et on a rencontré plein de projets, plein de choses qui étaient super intéressantes, qui nous donnaient aussi envie de construire et de faire des choses, construire peut-être sur le long terme. Il y a cette espèce d'ambiguïté entre la vie nomade et la vie sédentaire, où à la fois dans la vie nomade, on a énormément dans la rencontre, énormément dans l'apprentissage, c'est hyper riche. Et en même temps, j'avais l'impression surtout après avoir rencontré Juan Anton en Espagne, l'épisode 5 de la série, moi je ressentais le besoin de planter des arbres fruitiers et peut-être d'avoir un endroit où me poser de temps en temps, où je me pose plus trop de questions. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4 ans, on a acheté un terrain dans le Limousin, où on a juste planté des arbres, où il y a un petit cabanon qu'on aménage au fur et à mesure pour pouvoir avoir un pied-à-terre. Et en même temps, c'est un ancrage dont j'avais besoin pour continuer à être nomade, parce que je ne m'envisage pas d'être sédentaire à temps plein. Mais cet ancrage m'est nécessaire, alors que je crois que pour Benoît, ce n'est pas le cas. Eh ben, si, plus le temps passe, plus je trouve non, mais justement que d'avoir un petit, mais pas grand chose en fait, simplement un petit terrain où justement on peut aller se retrouver, on peut surtout cultiver la terre. En fait, c'est ça, c'est avoir un lien avec la terre. Je crois que c'est ça qui est important. Et ce terrain dans le Limousin, c'était complètement ça, quoi. On s'en fiche aussi, on construit une petite cabane et tout, mais en fait, l'important c'est vraiment le terrain et de pouvoir le cultiver et en prendre soin, quoi. Le cultiver, ouais, j'aime pas trop. Ouais, en prendre soin. Bravo. Ouais, Voilà. C'est beau, c'est une belle idée. Je comprends un peu mieux la question là maintenant, quoi. Et non, mais c'est vrai que si j'ai pris la route aussi, c'est vraiment pour découvrir ce qui me plaît, les régions qui me plaisent, avec des gens qui me plaisent. Et étant donné que je me suis pas fixé de limite, pour le moment, c'est pas quelque chose qui me taraude l'esprit, quoi. Disons que là, ça m'est arrivé, donc j'ai posé un pied à terre. Mais dans ma tête, en fait, je reste en voyage. Je me dis pas, tiens, je vais me poser ici pour longtemps. En vrai, voilà, normalement, c'est maximum 1 an et j'ai déjà hâte de repartir.
Mais c'est super ce que je fais là. Et comme j'expliquais, j'ai aussi choisi d'avoir au moins la moitié de mon temps et plus de la moitié de mon temps libre pour pouvoir continuer de vadrouiller le reste du temps, quoi. Mais je trouve ça sympa, là, votre concept d'avoir votre petit bout de terrain là, à entretenir. Mais en fait, ouais, c'était vraiment Ron Anton qui nous a mis cette puce à l'oreille. Et il y a un proverbe chinois qui dit que planter, parce qu'en fait, on voulait planter des arbres. Et c'est vrai que planter un arbre, donc le proverbe chinois, il dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et ouais, et puis ils ont pas besoin de nous, tu vois, les arbres. C'est chouette aussi, ça. Planter plein de fruitiers différents et. Ouais. Non, mais t'as raison. Et en plus, un arbre, ça prend du temps, quoi. Ouais. On ne voit pas forcément grandir, quoi. Donc, c'est bien d'avoir eu ce bout de terrain, d'avoir mis des arbres et puis de continuer à vadrouiller. Et puis, voilà, si tu reviens dans 5, 10 ans, 15 ans, tu les reverras beaucoup plus grands et ça fait plaisir. Mais il faut savoir que j'ai moi en Bretagne. Enfin, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai tout le monde. Donc mon pied à terre. C'est pour ça qu'en fait ça me fait pas peur du tout de vadrouiller en tant que nomade. Voilà, sans limite de temps. C'est que j'ai mon pied à terre qui est là-bas. Donc quoi qu'il arrive, si un jour il se passe quelque chose, je peux très bien retourner là-bas. Et j'ai mon chez moi et mon ginkgo qui pousse lentement mais sûrement dans le jardin de mes parents. Voilà. Yep. Lucie? Et ben du coup, ouais, on va pouvoir relancer donc le deuxième documentaire, si tu veux en dire un petit mot rapide, Hélène, avant qu'on le lance. Ouais, donc en général, quand on fait des projections, en général, c'est des soirées, ça dure. C'est un peu différent et on s'était dit que ça pourrait être bien pour cette fois d'orienter. Comme on est à la fin du confinement, qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, que l'épisode de Romain, il parle pas mal de changer de vie. On a voulu proposer un autre épisode qui parle de jeunes qui changent d'orientation. Et donc, c'est l'épisode 10 de la série qui s'appelle Un vaste chantier qui change la vie. On pourra en discuter. N'hésitez pas à poser vos questions pendant l'épisode pour qu'on y réponde après. Ce que je me souviens, c'est que le deuxième soir, j'envisageais de rester et que la question allait se poser et qu'on verrait au bout de 2 semaines, mais qu'il y avait une dynamique ici qui me plaisait énormément. Et... Au lieu de rester une semaine, je suis restée 1 mois et puis après, je suis revenue pour tout le temps. J'ai débarqué ici fin octobre 2015 et je suis jamais reparti. J'ai dit j'arrête Strasbourg et je reste ici. Et là maintenant, je reste ici vraiment, à terme. Peut-être pour toute ma vie. Au départ, il y avait juste Manal, Thomas. Ils se sont dit on va faire une maison, on va la faire ici, ok. Ils voulaient juste faire un chantier. Ils n'auraient jamais imaginé l'ampleur que ça a pris. Mais jamais. Tombé comme ça sur internet sur le principe du Earthship. J'ai juste trouvé ça révolutionnaire. Le principe de ces maisons, c'est de faire des maisons bioclimatiques qui peuvent être autonomes en énergie et en eau. On utilise des matériaux recyclés, par exemple les pneus ici. Ça peut être des canettes, des bouteilles en verre, des bouteilles en shampoing. La nuit où j'ai découvert ça, je crois que j'ai pas dormi et le lendemain, je me suis mis en quête de rejoindre ces mecs-là. On utilise de l'eau de pluie qu'on réutilise une première fois pour se laver, pour faire à manger, une deuxième fois pour alimenter les plantes et une troisième fois pour aller aux toilettes. Ça m'a montré que c'était possible de faire fonctionner une maison avec très peu d'électricité, très peu d'eau, des principes thermiques basiques. On a 20 degrés à l'année dans la maison sans aucun apport d'énergie, quoi. C'est juste avec le soleil. Et bon, rien que ça en soi, c'est exceptionnel, quoi.
va lever, il y aura 2 personnes à maintenir le poteau avec un niveau en même temps. Il faudra 6 personnes pour mettre les poteaux en place. Je pense que la création d'une maison témoin va vraiment développer le concept Earthship en France. Elle va nous permettre à nous de réunir plein d'informations et de pouvoir les offrir. Vas-y Marion. Poteau 3, il n'est pas du tout aligné. Poteau 3, vous êtes trop à droite, vous n'êtes pas aligné. Encore. Non, par là. Encore. Pour moi, ce chantier est un prétexte à l'existence d'un collectif. Mais je trouve ça très motivant d'être autour d'un projet comme celui-ci. Ça fait une espèce de fil conducteur. Et c'est intéressant d'être dans l'action. C'est dans le faire ensemble qu'on crée des liens les uns avec les autres et qu'on vibre d'une façon particulière, je trouve. Commencé ce chantier participatif, ils étaient 4. Et ils ne s'attendaient pas à ce que 6 mois plus tard, on soit 30. Et à vouloir vivre ici, quoi. Tout le monde se fait dépasser par ce qui se passe ici, en fait. De cette envie de vie collective, de cette envie de réinventer une manière de vivre. Il y a à peu près 10% des gens qui sont passés ici qui sont restés, c'est énorme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Il y en a qui, par exemple, sur ce projet, sont là depuis le début et ont passé très peu de temps sur le chantier. Mais sur toute la vie autour, ils apportent quelque chose. Et sans eux, il manquerait un maillon, quoi. Il manquerait quelque chose. On est assez nombreux finalement pour ne faire que des trucs qu'on aime bien faire au final. Là c'est un verger en fait. Par exemple, moi aller faire les courses ou marcher, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Par contre, il y a des gens qui adorent aller faire les courses, bon, ben, je leur laisse volontiers ça. De tomates. Combien? 3 kilos. 3 kilos. Alors 9,20 € s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. À un moment, c'était des chantiers qui primaient vraiment. Et donc, il y avait besoin d'intendance, de gens qui aident au niveau du marché, qui gèrent au niveau de l'argent, qui gèrent au niveau des chambres. Et donc, j'ai décidé de me mettre dedans aussi, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à côté. C'est pas le chantier en lui-même, c'est tout le côté collectif, vie en communauté, vie quotidienne, qui est extrêmement intéressante. Moi, je vis ça super bien. J'ai hyper confiance dans le collectif qui est ici. Enfin, c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie d'avant, notamment quand tu te retrouves seul en fait. Ou par exemple une période de chômage où tu es chez toi tout seul et tu te retrouves. Enfin, c'est pas agréable. Et vivre en collectif, c'est un petit plus en fait, un gros plus. J'ai perdu 10 kilos en un an. Avant, j'étais en ville, donc sur Strasbourg, j'étais à Montpellier. J'étais très seule à Montpellier, j'étais un an seule dans mon 9 mètres carrés, sans connaître personne et sans oser aller voir les gens parce que j'avais peur. J'étais très éteinte, j'étais très renfermée, j'avais très peur de moi, j'avais pas confiance en qui que ce soit et en quoi que ce soit. Et je suis arrivée ici, et ici j'ai rencontré des gens qui... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « ah, t'es habillé comme ci, t'es habillé comme ça », il n'y a rien. C'est juste, on prend les gens tels qu'ils sont et c'est tellement libérateur. Mais c'est
peut-être aussi la beauté de ce projet, c'est qu'on est ouvert à plein de choses. On est ouvert à plein de démarches, à plein d'initiatives, à une remise un peu en question de tout ce qu'on nous a appris dans notre éducation et de se dire mais putain, là on voit bien que ça marche pas, quoi. Pendant une semaine, on nous a permis de nous découvrir et de découvrir des outils pour apprendre à travailler ensemble, des outils d'éducation populaire. On a appris beaucoup de choses et on a créé des liens très forts les uns avec les autres. Il y avait le retour sur le débat pétale aussi, on en reparle ou pas? La première consigne, c'est quand on veut prendre la parole, on dit je prends. Quand on a fini de parler, on dit je laisse. Et on va traiter chaque sujet pendant 5 minutes. Nous, avec ces petits outils-là, on arrive à se respecter, on arrive à respecter le temps de parole, on arrive à respecter les décisions, l'unanimité, le consensus, enfin c'est des super outils. Et ben, on va commencer par les poules. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, il doit être 2 autres personnes, c'est Zoé au soir et il faut quelqu'un d'autre au matin dans l'équipe poule. Moi, ça fait des années que je parle de décroissance à mes parents et voilà, ils me disent oui, mais tu vas pas enlever la télé aux gens. Ici, en fait, on voit juste qu'avec rien, on est super bien. Enfin, ici, on vit avec 120 € par mois et on vit super bien et on n'est pas pauvre. Et ouais, la richesse humaine, c'est complètement fou. Quand t'es tout seul, t'as l'impression que tu peux rien faire. Moi, je voulais faire des meubles et je savais pas comment les faire. Je savais pas. J'arrive ici, bah voilà, j'arrive à faire des meubles, j'arrive à faire plein de trucs et je suis libre. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et personne ne m'arrêtera et personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Et toutes les personnes qui sont ici m'aideront à faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils savent que ça me permettra de m'épanouir et ça permettra d'épanouir tout le collectif aussi, tous les gens qui vivent ici. Le fait que je reçois beaucoup de ce groupe me donne envie de lui donner beaucoup. Il n'y a pas du tout de calcul là derrière. La seule chose à faire, c'est de cultiver cette bienveillance, à faire attention, à choyer le groupe, à choyer les autres, à me choyer moi-même aussi. J'ai le sentiment que la plupart des gens dans ce groupe sont dans le même état d'esprit, donc c'est pour ça que ça roule aussi bien. Tout le monde travaille tous les jours sur soi-même, tout le temps. C'est permanent. Et j'espère que ça continuera tout le temps parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on est toujours en train de se remettre en question et dans tout rapport qu'on peut avoir avec les gens, pour que ça se passe bien. Et du coup, c'est un gros travail sur tes émotions, sur la manière de communiquer avec les autres. En fait, tu déconstruis tout le schéma qu'on t'a appris avant. Donc c'est pour ça que je suis épanouie aussi, que je suis heureuse et que je suis contente, parce que c'est un terreau qui nous permet justement de nous accomplir et de grandir. Et ouais, si ça s'arrête demain, pour une X raison, ce sera déjà extraordinaire ce qui s'est passé ici. Tous les gens qui ont changé de voie en passant par ici. Alors, du coup, donc suite aussi à ce documentaire, on a 2 nouvelles questions. Donc, on avait Lucrèce qui demandait et le confinement quand on est nomade, ça donne quoi? Et qui a aussi posé une autre question suite au documentaire qu'on vient de voir. Ces 2 films sont super, les projets font rêver, mais finalement, n'est-ce pas un peu utopique et n'est-ce pas un peu de l'entre-soi avec les gens qui ont la même culture, où sont les vieux, les invalides, les autres? Et avez-vous pu rencontrer des projets collectifs inclusifs? Et est-ce que cela peut fonctionner? Merci Lucrèce pour la question. Pour la question de l'inclusivité, en fait, c'est clair que le projet du collectif, c'est un projet de chantier participatif où la plupart des gens qui sont venus à la base sur le chantier sont des gens qui sont venus pour participer au chantier, donc des personnes qui avaient la possibilité physique de le faire et de fait beaucoup de jeunes. C'est quelque chose qu'on nous a pas mal fait ressortir, le fait que déjà c'était quasiment que des jeunes et que des jeunes blancs aussi. Et c'est le cas de ce chantier. Après, on a rencontré aussi pas mal d'autres projets participatifs. En fait, au niveau des projets collectifs, on a rencontré beaucoup sur la route qui sont vraiment hyper variés parce qu'en fait, la vie en collectif, ça peut prendre des formes très, 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 très différentes.
La plupart des habitats partagés cherchent justement ce côté collectif. Il y a un super projet qu'on avait rencontré du côté de Paris aussi qui travaillait énormément sur le fait à la base d'héberger des personnes âgées, mais aussi d'avoir des chambres plus petites, des studios pour accueillir des étudiants, des habitations à loyer modéré, essayer de partager tout ça. Et il y a plein de types de projets qui existent. Et oui, celui-là est plus orienté sur les jeunes. Et d'ailleurs, c'était un peu l'orientation d'aujourd'hui, d'essayer de. Enfin, c'est plus les films qu'on a choisis parlent plus de jeunes qui bougent que de projets inclusifs. Mais c'est hyper important justement d'avoir aussi cette réflexion autour du fait de parler à plein de gens différents et pas juste à des jeunes blancs issus d'études supérieures. On a aussi... Ah oui, tu voulais peut-être ajouter, Benoît? Non, mais c'est vrai que les films qu'on a choisis là aujourd'hui, c'est des films plus sur... montrer que c'est à chacun de nous en fait de choisir son chemin en fait. Bien sûr que ça peut être plus global et tout, mais c'est aussi à nous de faire les pas et de choisir son chemin en fait. Et voilà. Tu peux rajouter un truc, Hélène? On a aussi une question de Sophie qui demande comment on réagit vos familles, parents. Alors, c'était peut-être une question pour Romain, mais qui a dû partir. Mais vous, comment réagissent vos amis et vos familles par rapport à votre parcours? Tu commences, Hélène, ou tu veux que je commence? Alors, en fait, ce qui est intéressant par rapport à... En fait, on rencontre... Comme on est pas mal sur les routes et qu'on rencontre plein de gens totalement par hasard, c'est une question qui est récurrente à la fois pour nous, mais aussi on se rend compte, enfin, je crois que tu vas être d'accord avec ça, Benoît, que la grande majorité des personnes qu'on rencontre, au final, leur frein principal au fait de partir, c'est pas tant l'argent comme on pourrait l'imaginer, mais les réactions des familles qui sont vraiment des freins pour beaucoup de gens. On a rencontré pas mal de personnes qui étaient dans des situations hyper étranges et donc c'est clairement l'une des problématiques principales, je pense, pour beaucoup de gens qui veulent partir. Après, pour répondre personnellement, j'ai la chance d'avoir des parents qui me font confiance et qui soutiennent le fait que je sois partie sur la route, donc ça c'est déjà une chance énorme et j'en suis consciente. Benoît? Moi, c'était un petit peu différent, mais en fait, j'avais ça complètement en moi depuis tout jeune, depuis toujours, et dès la fin de mes études, en fait, dès que j'ai pu, je suis parti, et en fait, j'ai pas jamais arrêté de voyager, jamais arrêté de bouger, et ça s'est fait progressivement. Et après, les parents, je pense qu'ils auraient vraiment rêvé d'autre chose, mais j'aurais pas trop laissé le choix non plus. C'est justement, je pense qu'on a chacun notre propre vie à mener et que c'est important de pouvoir s'écouter. Petite conclusion, Hélène? Ouais, j'aimerais peut-être revenir un petit peu sur l'épisode 10, celui qu'on vient de voir, parce que c'est un épisode déjà qu'on a qu'on a tourné en collectif aussi, qui nous a donné pas mal à réfléchir. Donc, merci à Vivien, Anaïs et Chloé qui ont participé au tournage et à la post-production de cet épisode. Et en fait, il aborde énormément de sujets. On parle de maisons type Earthship, où on explique un petit peu ce que c'est, mais sans plus. On parle d'outils participatifs qui leur permettent de faciliter la vie en collectif. On parle de témoignages de vie, on parle de plein de choses. Et en fait, c'est tout ce qui est à la fois intéressant et frustrant dans les épisodes qu'on réalise et qu'on assume, c'est qu'ils sont assez courts et qu'en fait, on a parfois envie d'en savoir plus. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des projections pour pouvoir répondre aux questions que les gens se posent, mais aussi qu'on écrit un article avec texte, photo, interview sonore sur Internet. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet épisode, n'hésitez pas à aller sur site-waste.net/épisode 10. Et là, vous aurez plein d'autres infos sur d'où vient le projet, comment, pourquoi, etc. Et
Et si vous avez d'autres questions par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à nous les poser en message, en commentaire et tout ça. Et tous nos épisodes, donc là, on en a vu 2, ils sont tous accessibles sur notre site internet. Donc à chaque fois des vidéos courtes avec des articles, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous tente et à nous faire des retours parce qu'on est toujours motivés, d'autant plus en ces périodes de confinement où on a moins l'occasion d'aller rencontrer les gens sur les routes, moins l'occasion de faire des projections. Et qu'en fait, si on avait fait Sideways uniquement derrière notre ordinateur, en fait, ça aurait pas du tout, le même intérêt. Nous, ce qui nous motive à continuer, en fait, c'est de discuter avec les gens, de se rendre compte qu'il y a, qu'il y a des réflexions, de partager des expériences, de tout ça. Et en temps de confinement, on l'a moins, donc tous les retours sont toujours bienvenus. Ça nous redonne la pêche pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Benoît? Et ben, apparemment, il y a une petite dernière question à propos de la suite de Sideways et des films. Ben, en fait, ouais, c'est un petit peu compliqué parce que donc la suite, l'épisode sur Romain qu'on a vu en premier ce soir, c'est le premier épisode de la nouvelle série qui s'appelle Reporter Troubadour. Il y a deux prochains films qui sont déjà montés. Il y en a un qui va être en ligne dès la semaine prochaine. Il y en a un autre un mois plus tard environ. C'est des films beaucoup plus courts. C'est plus des rencontres en bord de route, mais toujours inspirantes. Et en film un peu plus long, il y en a plusieurs autres déjà tournés et qui sont en cours de montage, dont un magnifique avec une jeune femme qui, un peu comme Romain, voyage avec toute une troupe d'animaux. Et voilà, ça c'est pour, je pense, la rentrée prochaine. Et sinon, on continue à sillonner les routes et voilà. Et alors, pour Hélène, c'est un peu différent. Tu veux peut-être rajouter, Hélène? Notamment le projet, je sais pas. Pour l'instant, juste en termes de projet. Mon projet principal, c'était de faire de la diffusion de Sideways pendant les prochains mois, chose qui a un peu changé. On nous posait la question à un moment du confinement à laquelle on n'a pas vraiment répondu. Donc moi, je suis confinée à Pantin, juste à côté de Paris, dans le siège d'une association vraiment chouette qui s'appelle le Laboratoire écologique zéro déchet, qui met en place plein d'actions solidaires. Notamment en soutien avec les mamans à la rue, de la redistribution d'énormément de produits aux associations qui sont dans les environs. Et à côté de ça, l'idée, c'est aussi de poursuivre Sideways, non pas forcément en continuant à produire du contenu vidéo, mais par contre à reprendre un peu, comme je le disais au début, Sideways, c'est à la fois une enquête, mais aussi une quête personnelle. On a beaucoup moins partagé sur ce que ça nous a fait à nous, l'évolution de la réflexion, de notre regard sur le monde. Et c'est quelque chose dont on a envie de parler depuis longtemps, qu'on a un projet depuis longtemps. Donc, on écrit plus moi, mais à deux avec Benoît, comme on a toujours travaillé en fait, à essayer de mettre ça par écrit et écrire des livres. Donc, il y a un petit livret et d'autres... voilà, des retours plus sous forme texte, photo qui devraient prendre place tôt ou tard via Sideways. Voilà. Benoît? Non, juste il manque Romain pour nous expliquer la suite parce que nous en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. La base. C'est une super expérience. Nous, c'est notre première intervention comme ça. C'est un peu perturbant, mais c'est chouette quand même. Et donc, ouais, vraiment un grand merci. C'était une belle opportunité pour nous. Hélène? Merci à la base à Lucie, à Hervé, à PJ pour la technique. Et merci à vous qui regardez et au plaisir d'avoir vos retours. Ouais, donc nous voilà donc arrivés à la fin de cet événement. Donc ouais, encore merci à Hélène, Benoît et Romain pour nous avoir présenté donc leur web série Sideways et en particulier en tout cas pas tous leurs documentaires, mais en tout cas deux. Merci donc également à Hervé donc et PJ, les hommes de l'ombre qui ont géré toute la partie technique.
Et donc, ce live, il reste visionnable sur notre page Facebook. Donc, n'hésitez pas à le partager voilà, à le revoir. Et vous pouvez, si ça n'a pas été fait, participer à prix libre également pour le financement participatif de la base. Et donc, nous, on se retrouve demain pour un nouvel événement en live, donc jeudi 14 mai à 18h30. Pour un événement sur changer le commerce pour ne plus changer le climat. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.